Contrairement aux idées reçues, les mathématiques sont un énorme problème pour les athées qui se piquent de rationalisme. En effet, et c'est le premier point de leurs caractéristiques, elles ne sont pas données par la nature. Elles commencent bien dans notre esprit grâce à l'expérience que nous avons du monde qui nous entoure. Mais il faut, en plus de ce que nous pouvons voir dans la nature, l'intervention de notre esprit, de notre intelligence. Considérer que c'est la nature, et elle seule, qui nous rend mathématiciens, serait comme dire que ce sont les sons de la nature qui provoquent le langage. Il est vrai que les sourds ne parlent pas, à moins d'y être aidés. Mais les animaux qui entendent parfois mieux que nous, les chiens par exemple, ne parlent pas. Et donc, les mathématiques commencent bien dans notre esprit grâce à l'expérience que nous avons du monde qui nous entoure. Mais cette expérience est loin de suffire pour faire un mathématicien. Ou, comme le disait Kant, que la connaissance commence avec l'expérience sensible ne signifie pas qu'elle en découle tout entière. De fait, la nature offre-t-elle des objets mathématiques? Elle offre des pommes, certes, plusieurs pommes, des quantités de pommes. Mais pour dire que 2 pommes et 2 autres pommes font 4 pommes, il faut en quelque sorte abstraire ces pommes. Passer de ce que je vois à une abstraction. Le chiffre 2, le chiffre 4 et les notions de plus et de égal. Et ceci à plus forte raison. Lorsque je dis que 2 pommes, n'importe quel couple de pommes, de quelque nature, forme, couleur, grosseur qu'elles soient, forment avec un autre couple encore une notion abstraite, 2 pommes, un quatuor, 2 pommes. Aucun être mathématique ne nous est donné tel quel par la nature, le monde extérieur. Tous les manuels de philosophie à usage des classes terminales exposent que c'est en faisant des encoches sur un bâton pour dénombrer les têtes de bétail en leur possession que nos ancêtres ont commencé à compter, ou en accumulant des cailloux dans un récipient, ou d'autres histoires de ce genre. Mais faire cela, c'est déjà s'éloigner en quelque sorte de la nature. C'est passer de l'objet, les têtes de bétail ici, à quelque chose, les encoches ou les cailloux, qui n'ont rien de commun avec eux, si ce n'est justement un concept abstrait, la quantité comptée. Aucun être mathématique ne nous est donné tel quel par la nature. Ni 5, ni plus, ni égal, ni racine 2. Ni même le cercle ou la sphère, qui sont, même cette dernière, des notions abstraites. La sphère mathématique, elle, est parfaite, sans trou ni bosse. Mais, et c'est le deuxième point de leur caractéristique, les mathématiques ne viennent pas non plus de notre cerveau, entendement ou esprit comme on voudra l'appeler en fonction de l'idéologie professée. Bref, de nous. La démonstration, qui veut que sans cerveau, pas de mathématiques, est de la même force que celle qui voudrait que sans crayon, pas d'écriture. Ou, si vous préférez, que la cause de la lumière dans une pièce, c'est la fenêtre, et non pas le soleil. Le cerveau est un moyen certes indispensable dans notre condition,
Mais cela ne veut pas dire qu'il est la cause. Et en ce qui concerne notre entendement, ou notre esprit, il serait possible de dire: les mathématiques sont imaginaires, c'est une pure construction de l'esprit. Comment démontre-t-on que le monde existe, que l'univers que nous percevons autour de nous existe indépendamment de nous, qu'il n'est pas une production de notre cerveau? En constatant que tout le monde, sans exception, en a la conviction, et aussi que ce monde extérieur à nous résiste, autrement dit, qu'il ne se plie pas à ce que nous voudrions, comme ce serait le cas si nous le fabriquions mentalement de toutes pièces. Or, pour les mathématiques, nous sommes exactement dans la même situation. C'est un athée-professe, Alain Caunes, membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France, qui l'affirme. Le monde mathématique existe en dehors de nous, parce que tous les mathématiciens s'accordent sur sa structure indépendante d'une perception individuelle. Si par ailleurs nos mathématiques venaient exclusivement de nous, pourquoi aurions-nous tant de mal à les faire? Que nous soyons enfants ou adultes, que nous soyons savants de l'Antiquité ou savants contemporains. Pour vous donner une petite idée de la réalité des choses, voici ce qu'Alain Caunes, encore lui, déclarait dans Matière à penser. Aujourd'hui, les spécialistes ont réussi, au prix d'efforts héroïques, à démontrer que la liste des 26 groupes finis, simples, sporadiques, dont il vient de citer le dernier qui ait été découvert, et découvert par raisonnement purement mathématique, est bien complète. Et pourquoi même pourrions-nous nous tromper? Une pure construction de l'esprit, reconnue comme telle, une chimère ou un roman ne sont pas des erreurs, ils ne correspondent simplement pas à la réalité. En mathématiques, pourtant, justement, les mathématiciens, et en fait tout le monde, pensent qu'elles ont une existence propre, indépendante de nous. C'est une impression extrêmement forte. Or donc, si ce n'est pas le cas, si elles n'ont pas cette existence propre, on imagine, on rêve que l'on se trompe, mais on ne se trompe pas. Comment pourrions-nous nous tromper? Par rapport à quoi? Si ce n'est à une vérité mathématique supposée exister. Mais si elle n'existe pas, se tromper suppose qu'il existe une vérité indépendante de notre entendement. Si elle n'existe pas, l'erreur est impossible. Mais aucune mathématique, et par suite aucune physique, aucune science n'est plus possible. C'est notre raison elle-même qui est trompeuse, et qui trompe l'humanité entière. Il n'y a plus de raison, plus de monde, plus qu'une incertitude absolue. Mais en fait, quelle difficulté, quelle souffrance même pour faire des mathématiques, que de temps, d'efforts, que d'échecs aussi, personne ne le niera. Mais aussi, quelle victoire, quelle joie dans la réussite! L'œuvre du mathématicien pourrait être comparée à celle de l'escaladeur des pics les plus difficiles, ou au navigateur qui traverse les océans en solitaire. Comment imaginer que la montagne ou l'océan
sont des constructions de leur esprit. Quand le mathématicien arrive à la vérité, c'est en heurtant de part et d'autre qu'il y parvient, disait ce surdoué d'Évariste Galois, mort à 20 ans, et dont le génie mathématique n'a été compris que près d'un siècle plus tard. Mais il faut aller plus loin. Non seulement les mathématiques ne viennent pas de nous, mais elles s'imposent à nous. Nous n'avons pas le droit en mathématiques de dire n'importe quoi. Nous pouvons très bien poser, pour commencer, des barèmes contraires à nos habitudes ou à notre intuition. Mais une fois posés, nous sommes comme sur rail. Nous ne pouvons pas sortir de ces limites. Donnons un exemple. Je peux très bien décider arbitrairement que ce que nous appelons normalement 4 sera symbolisé par le signe 5. Et dans ce cas, 2 et 2 feront 5. Et 3 et 1 feront toujours 5. Mais je n'aurai, une fois placé sur ces rails-là, pas la possibilité de dire que 2 plus 2 ne font pas 5, ni de dire que ce que vous voyez ici soit égal à 5, 5 pommes. Même chose pour les nombres dits complexes, qui sont employés couramment dans certains domaines des mathématiques et dont un élément complètement extérieur au possible est racine de moins 1. Eh bien, là encore, je suis contraint de dire que ce chiffre imaginaire, monté au carré, est égal à moins 1, à moins de poser que de l'irréel, je puis déduire n'importe quoi. Pour les non-matheux, rassurez-vous, c'était la formule mathématique la plus difficile que nous vous demanderons d'examiner. Un cas encore plus extravagant est celui des géométries non euclidiennes qui ne correspondent absolument pas à notre expérience, mais qui, malgré tout, dans leur domaine, fonctionnent. Par un point pris hors d'une droite, on ne peut faire passer qu'une parallèle à cette droite, disait Euclide. Pour essayer d'établir l'universalité de cette règle, on a cherché à démontrer que les géométries fondées sur un principe différent aboutissent à la contradiction, ce qui aurait défini la validité exclusive de celle d'Euclide. Par un point pris hors d'une droite, faire passer plusieurs parallèles à cette droite semble vraiment impossible. Or, Lobachevsky s'est essayé au problème, et aucune contradiction n'est apparue. Pour le cas de ne pouvoir faire passer par un point pris hors d'une droite aucune parallèle, c'est Riemann qui a constaté la même chose. À partir de là, les mathématiciens se sont lancés dans les géométries à plus de 3 dimensions, 4000. Et, avec passion, ont progressé dans une voie complètement inattendue, mais exaltante pour eux. Et parfaitement fonctionnante, si on en respecte les prémices, en dépit de nos intuitions. Ce qui est en fait très frappant est cette exigence inéluctable, cet impératif catégorique des mathématiques, auquel aucun mathématicien ne peut échapper. Il est possible, disait l'un d'eux, Marcus du Sautoy, la symphonie des nombres premiers, qu'à l'autre bout de l'univers, ou dans un autre univers, les paramètres de la physique ou de la chimie soient différents. Il est impossible
que les mathématiques en tant que telles soient changées. Partout où l'on compte, 2 et 2 feront toujours 4. Et ceci, quelle que soit la manière de le dire. Les nombres premiers. Ces nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes ou par 1. Et donc, ni par 2, ni par 3, etc. Les nombres premiers, donc, qu'on a pensé envoyer dans l'espace pour que des extraterrestres éventuels puissent savoir qu'il existe d'autres êtres rationnels, comme eux, ailleurs, dans l'univers, démontre bien cette certitude. Et pourtant, nous n'avons toujours pas percé leur mystère. Il est impossible de savoir où apparaîtra le nombre premier suivant, à moins d'examiner, ou de faire examiner par un ordinateur surpuissant, tous les nombres consécutifs en les divisant par tous les nombres premiers précédents. Et en même temps, nous savons qu'il y aura un suivant, car les mathématiciens ont démontré que leur nombre est infini. Nous nous trouvons donc, dans le domaine des mathématiques, devant un absolu intangible qui ne vient pas du monde, qui ne vient pas de nous. Autre caractéristique des mathématiques, elles relèvent entièrement du domaine de l'abstrait. Aucune matière, aucune physique dans les mathématiques. Même si la physique peut être mise sous forme mathématique, E égale mc2 par exemple, les mathématiques, elles, peuvent certes être mises sous forme tangible, physique, mais cette forme ne les épuise pas. Ces images ou ces symboles les représentent maladroitement, mais justement, ils n'en sont que la représentation, et une représentation inévitablement inadéquate. Les chiffres, les lettres, les signes avec lesquels nous les représentons n'ont rien à voir avec elles, avec la chose abstraite qu'elles sont. Tout comme les mots indiquent, symbolisent quelque chose qui n'est pas eux. Et qu'est-ce que ce quelque chose des mathématiques? Il est difficile de penser à un objet plus abstrait. En fait, les termes dits abstraits renvoient généralement à une entité qui peut au moins être représentée par un exemple. Le pardon par le retour du fils prodigue. Un fait historique ou non. Waterloo évoque la défaite. Et le cheval de Troie, la ruse. Une action. La sagesse est symbolisée par le jugement de Salomon. Ou au moins une allégorie comme celle du temps. Ou même une statue. La victoire par le chef-d'œuvre de Samothrace. Ou encore un animal, l'innocence par un agneau. Mais un objet mathématique, lui, est symbolisé par un signe parfaitement arbitraire, sans aucun lien avec ce qu'il représente. Parce que, sans doute, ce qu'il représente est irreprésentable. Comme en musique, les signes représentent bien autre chose. Qu'est-ce que représentent les mathématiques? Même en géométrie,
cette partie des mathématiques qui semble plus concrète, nous nous heurtons à ce non représentable. Un triangle dessiné pour illustrer la représentation de n'importe quel triangle répondant aux mêmes critères, non seulement ne représente qu'un seul cas d'accomplissement des critères en question. Si l'on demande de parler d'un triangle isocèle et que j'en trace un sur une feuille de papier, c'est un seul cas parmi les milliards qui pourraient être représentés. Non seulement ceci, donc, mais de plus, même si toutes ces mesures sont précisées, il ne sera même pas le véritable triangle isocèle qu'il est censé représenter, à cause de l'irrégularité du dessin, de l'épaisseur du tracé des droites qui le composent, etc. Exactement comme la Terre ou la Lune ne sauraient représenter la sphère dont nous parlions tout à l'heure. Ce qui nous amène à un autre paramètre des mathématiques, directement lié, comme on peut le voir, à celui de leur abstraction, celui de leur perfection. En physique, ou d'ailleurs en chimie et dans toutes les sciences de la nature, si une loi peut être constatée grosso modo, elle est acceptée. Quand les grands savants du passé ont découvert une loi naturelle, elle n'était évidemment pas établie au millionième de centimètre de seconde près. Mais surtout, les aléas et la complexité de la nature, qui est loin encore d'être circonscrite, font que le scientifique qui s'en occupe peut s'accommoder de l'approximation. Etc. À tel point que les calculs proposés, par exemple en classe de physique, sont régulièrement faits en considérant les mesures annexes comme négligeables, comme celle du vent, pour donner un exemple. En mathématiques, s'il existe un seul cas dérogeant un tant soit peu à la règle proposée, celle-ci est rejetée. Répétons ici que l'objection des cas de figure ne rentrant pas dans la norme soit de nos habitudes, soit de notre intuition ou de notre expérience, ne peut pas être retenue en mathématiques, du moment que ces cas de figure ont été clairement définis dès l'abord. Et ce seront, dans cette conjecture, des cas de figure habituels qui seront éventuellement rejetés. Nous sommes embarqués en mathématiques sur un bateau ou sur des rails dont nous ne pouvons pas sortir et qui s'imposent à nous comme de l'extérieur une fois que nous les avons empruntés. 2 et 2 peuvent faire 5 comme nous l'avons vu, mais dans ce cas, ils ne peuvent plus faire 4. Une objection est souvent avancée pour nier la perception de la transcendance des mathématiques, le fait qu'elles viennent des cieux, puisqu'elles ne viennent ni de la nature ni de l'homme, et c'est celle de leur progrès. La connaissance mathématique avance. Ce qui est acquis aujourd'hui ne l'était pas hier. Et il y a tout lieu de penser que demain, nous en saurons davantage. Mais cela ne signifie pas du tout que les mathématiques n'existent pas avant d'être découvertes. Comme la théorie de l'évolution voudrait que les espèces et l'homme lui-même soient le fruit d'un processus qui fait apparaître des êtres au fur et à mesure que le temps passe. À partir des connaissances précédentes, par un processus de transformation à l'intérieur du cerveau humain. Car, si ce précepte était valable en soi,
il faudrait dire que tout ce qui n'a pas encore été découvert n'existe pas. Avant Tasman, la Nouvelle-Zélande n'existait pas. Avant le Verrier, la planète Neptune, qui, justement, a été découverte par de savants calculs mathématiques avant d'être observée, n'existait pas non plus. Or, les mathématiciens ont tous cette impression très nette qu'ils découvrent quelque chose qui existait déjà. Pour les chercheurs, comme l'exprime Jean-Christophe Ficos, les nombres sont des objets à part entière, comme les atomes ou les molécules. Même si leur nature diffère, ils existent indépendamment de l'esprit qui les étudie. Le cerveau des mathématiciens ne créant que les outils théoriques qui permettent de les appréhender. C'est ainsi que les nombres premiers que nous n'avons pas encore découverts sont déjà là. Le fait est indubitable que la science engendre la science, qu'il faut déjà des connaissances pour découvrir quelque chose de nouveau. Cela ne veut pas dire que cette nouvelle connaissance a été créée de toutes pièces, mais seulement que, n'ayant pas encore les moyens de l'acquérir, nous n'avions pas pu y avoir accès. Pour découvrir une nouvelle galaxie, il faut quelques moyens, des connaissances intellectuelles et des instruments techniques. Ce n'est pas parce que nous ne les possédons pas que cette galaxie n'existe pas déjà d'avance, ou que la découvrir signifie la fabriquer. Il reste encore un caractère des mathématiques que nous avons entrevu en passant, et c'est leur universalité. Un être humain peut ne pas accéder aux maths les plus sophistiquées, et selon son niveau de connaissance, ses compétences ou son intérêt, il s'arrêtera à tel ou tel niveau de mathématiques. Mais où qu'il arrive, tous les autres humains arrivés au même point auront les mains liées et ne pourront pas faire autrement que de partager ce qui ne peut pas être défini comme point de vue ou conviction intime, puisque justement, il s'agit de quelque chose de parfaitement non subjectif, à moins qu'on ne veuille être absolument sceptique et n'accepter l'existence d'aucune vérité, même pas de celle que nous révèle la raison, cette même raison dont se targuent les rationalistes. D'où viennent-elles donc, ces mathématiques? D'où peuvent-elles bien venir, si elles ne viennent pas de la nature, mais que la nature est pétrie d'elles, si elles ne viennent pas de nous, mais que nous y avons accès, avec combien d'efforts et de joie quand nous réussissons? D'où viennent-elles, si elles sont abstraites, parfaites, universelles et coercitives ou contraignantes? D'où vient ce désir éperdu aussi de logique et de rationalité chez l'homme, même chez celui qui refuse obstinément la réponse si simple à ces questions?